Donc, re-bienvenue à tous. Alors, la première table ronde sur les enjeux juridiques était pour nous primordiale, comme l'avait expliqué Marion et comme l'a expliqué Mélanie. Mais j'espère qu'elle vous a pas pris toute votre énergie mentale, parce qu'il faut encore un petit peu de concentration pour cette deuxième table ronde, qui est non moins essentielle, puisqu'elle porte sur les enjeux sociologiques, pédagogiques de cette question. Nous l'avons caractérisé ainsi pour bien souligner que la question ne porte pas simplement sur des responsabilités juridiques, et que il est également intéressant de se demander ce que c'est qu'être directeur de publication dans l'écosystème qu'est le lycée. Et donc, quand on est lycéen, qu'est-ce que ça implique légalement de donner cette possibilité aux lycéens pour tous les acteurs de la communauté éducative, pour le lycéen lui-même, pour l'élève lui-même. Donc, on a pour cela différents points de vue, différents experts qui vont pouvoir répondre à nos questions, avec une première intervention de Laurence Corroy, qui est vice-présidente du conseil d'administration de l'université Paris-Sorbonne. Pardon. Non, et qui a notamment fait une thèse sur la participation des une thèse sur la presse lycéenne d'un point de vue assez historique. Et puis on a une deuxième intervention qui va nous permettre d'apporter le point de vue donc d'une ancienne conseillère principale d'éducation au lycée, qui est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Lille 3, et qui va nous permettre peut-être d'ouvrir un petit peu le débat autour de l'investissement au sein du lycée, l'engagement au sein du lycée et la participation des élèves à l'établissement. Et enfin, on pourra avoir un témoignage d'un chef d'établissement, donc Monsieur Bernard Gary, qui est au lycée Michelet à Vanves, et au sein duquel un journal, le Zeugma, est particulièrement actif. Donc il va pouvoir nous faire partager son expérience, sa position par rapport à ce journal. Donc voilà, je vais laisser les intervenants s'exprimer. Et puis on reviendra ensuite avec des questions. On essaye peut-être de faire des exposés un petit peu plus courts pour ensuite revenir. Merci. Alors je voulais d'abord dire au nom de mon président qui nous prête les locaux ce matin qu'on est vraiment très heureux d'accueillir à la fois l'Observatoire mais aussi l'intégralité de cette assistance pour réfléchir ensemble aux droits de publication. Alors concernant mon intervention, l'Observatoire m'avait demandé donc d'intervenir sur les directeurs de publication de journaux lycéens. Et donc, il se trouve que j'avais interviewé dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches un certain nombre de journalistes lycéens. D'ailleurs, GEDANC m'avait pas mal aidé pour avoir les contacts, parce que sinon c'est assez difficile de les contacter en direct. Et finalement, je me suis rendu compte, mais ça n'a pas été au départ une volonté particulière de ma part, que c'était beaucoup les directeurs de publication ou les rédacteurs en chef qui se prêtaient plus facilement à l'exercice, en tout cas en premier. Après, ils me donnaient le contact de journalistes de leur équipe, mais en premier, c'est plutôt eux qui sont partants pour répondre à des questions. Alors, il y avait 3 questions que j'ai posées principalement à tous les journalistes que j'ai interviewés, dans des entretiens très libres par ailleurs, parce que je voulais vraiment qu'ils s'expriment complètement librement. Donc 3 questions. La première, c'était comment as-tu entendu parler du journal? Qu'est-ce qui t'a décidé à y participer? La seconde, mais j'y reviendrai, as-tu l'impression que tu as acquis des compétences, appris des choses en termes de savoir-faire ou de savoir-être? Et la troisième, c'était, y a-t-il des réactions de la part des adultes, professeurs, administration et des lycéens? Et cette question, systématiquement, amenait, sans que je l'oriente délibérément, à la question de la censure. Donc c'était assez intéressant. Alors concernant la première question, comment as-tu entendu parler du journal et surtout qu'est-ce qui t'a décidé à y participer? Il y a 2 grands groupes de raisons. Première raison, première motivation, ce sont des motivations que j'appelle des motivations exogènes. C'est-à-dire que finalement, le désir de participer au journal est motivé par l'extérieur. Alors ça peut être, j'ai eu le cas plusieurs fois, l'exemple de frères et sœurs plus âgés qui sont déjà au lycée et qui sont soit eux-mêmes journalistes dans le journal lycéen, soit le ramènent à la maison parce qu'ils l'ont acheté, ils l'ont pris. Et ça fait rêver le collégien ou la collégienne, plus jeune. Et le journal, d'une certaine façon,
apparaît dans un rapport un peu métonymique au futur établissement, au lycée, comme un symbole du lycée et un symbole de ce que j'appelle la seconde adolescence, une adolescence plus mûre qui est celle des lycéens. Donc il y a un désir de se projeter dans quelque chose de différent qui commence à les faire rêver avant d'entrer au lycée. Second type de motivation exogène, le truchement amical, ça revient quand même beaucoup, c'est-à-dire que l'élève arrive au lycée, il est un peu perdu, et puis des amis à lui parlent du journal, ils lui disent viens avec nous, on va aller voir, etc. Et la démarche qu'il n'aurait pas fait tout seul, il l'a fait parce qu'il est accompagné par des amis, et ça lui plaît, il décide de rester et de s'y investir. Troisième type de raison, troisième raison exogène, mais qui ressemble beaucoup à la seconde, c'est quelqu'un du journal qui repère cet élève et qui lui dit t'as l'air de vouloir t'investir, est-ce que tu voudrais pas nous rejoindre? Finalement, on se rend compte que les appels larges, les appels au peuple large, avec l'équipe rédactionnelle qui met des placards dans le lycée en disant venez à telle heure, à tel moment, ça marche mais relativement. Finalement, c'est beaucoup plus le contact direct qui précipite l'envie chez le jeune de rejoindre l'équipe. Ça, ce sont des motivations exogènes, mais elles peuvent se combiner ou exister parallèlement avec des motivations que j'appelle des motivations endogènes, c'est-à-dire qui appartiennent vraiment profondément déjà aux futurs journalistes lycéens. D'abord, première raison qui est apparue fortement, c'est l'envie d'écrire pour être lu. Évidemment, ça paraît une base, mais malgré tout, c'est pas si évident quand ils l'expriment. Et en général, ce sont des lycéens qui se sont essayés à d'autres formes d'écriture. Ils ont essayé en écrivant des nouvelles, des poèmes, parfois que pour eux. Ils ont parfois tenu aussi des blogs personnels au collège. Mais le blog est plus collégien que lycéen dans la façon dont ils le présentent. Et finalement, devenir rédacteur d'un journal puis prendre des responsabilités, ça permet de concrétiser un lecteur. Ça permet de l'incarner, d'avoir une chair incarnée, parce que souvent les journaux sont distribués à la main, et ça permet de rencontrer aussi son lectorat, d'aller voir les enseignants. Bon, donc c'est quelque chose qui apparaît fortement. Et puis ça permet aussi de s'imposer un rythme. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. L'idée de dire oui, non seulement ça me permet d'écrire pour être lu, d'avoir un lectorat, mais ça me force aussi un peu la main à m'obliger à écrire régulièrement. Deuxième motivation, se familiariser avec le journalisme. Il peut y avoir un attrait pour le journalisme qui préexiste au fait de se décider à entrer dans l'équipe. Donc des jeunes veulent devenir journalistes et ils voient ça comme une première étape, une étape finalement pré-professionnalisante à cette envie, ce désir de carrière dans le journalisme. J'ai vu aussi autre chose apparaître, des jeunes qui n'auraient jamais osé, ils ont employé le terme, j'aurais jamais osé y penser, mais qui, en devenant journaliste, après se disent, mais finalement, devenir journaliste professionnel, ce serait chouette. Donc, j'ai eu les deux. Troisième point, l'envie de rejoindre un réseau amical, parce que le lycée, c'est à la fois un lieu de fortes contraintes, mais aussi un endroit propice aux échanges. Et ça permet de se socialiser, ça permet de rencontrer des nouvelles têtes, c'est eux qui emploient cette expression, et voilà, de désenclaver les barrières de la classe où on fréquente des amis dans la classe, et c'est tout. Le journal, c'est aussi un peu la possibilité de pousser les murs et de rencontrer d'autres lycéens, d'autres niveaux, d'autres parcours. Et puis, il y a aussi dans les motivations qui poussent les jeunes à créer un journal lycéen ou à rejoindre une équipe, l'envie de créer du lien. Ça apparaît très fortement. Alors, en particulier chez les directeurs de publication, chez les rédacteurs en chef aussi. C'est vraiment l'envie de créer du lien entre les lycéens dans le cadre du lycée. Et ils ont l'impression que le journal, c'est un moyen fort pour y arriver. Alors, concernant les directeurs de publication, puisque j'avais eu la question, les directeurs de publication, souvent, sont en terminale, quand ils sont majeurs, bien sûr.
Et les équipes souvent aiment bien avoir un directeur de publication déjà majeur, mais c'est pas si évident que ça à trouver. Alors quand on a des journaux qui se créent en secondes, bah, évidemment c'est pas possible. Alors ils essaient parfois d'approcher les terminales, mais c'est drôle parce qu'ils expliquent que un journal écrit par des secondes, eh ben ils ont du mal à se faire lire par les terminales. L'inverse évidemment n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'un journal écrit par des terminales peut être lu par des premières et des secondes, mais voilà, il y a encore un peu une fracture d'âge où ils ont l'impression qu'ils sont considérés un peu comme les petits. En première, c'est moins vrai, c'est plus pour eux avec les terminales. Et quand c'est un journal qui est fait majoritairement par des terminales, là on trouve des directeurs de publication majeurs, parce que il y en a parfois dans la classe ou dans les classes de terminale. Alors, comment on assume des responsabilités au sein du journal ? C'est en prenant naturellement de plus en plus de responsabilités, c'est-à-dire que celui qui, à un moment donné, se motive le plus, naturellement, assez spontanément, les autres lui disent, prends plus de responsabilités, deviens rédacteur en chef, prends la tête du journal. Donc ça se fait assez progressivement au fil des numéros. Ça, c'est le cas où le journal préexiste à l'entrée du jeune journaliste. Quand c'est un journal qui se fonde, en général, c'est toujours un noyau de 2-3 qui crée le journal. Et il y a toujours un qui a eu l'idée. Celui qui a eu l'idée ou celle qui a eu l'idée, en général, prend la tête du journal. Et puis, autour, par cercle concentrique de plus en plus large, s'agrège une équipe. Mais c'est toujours le même noyau, et ça c'est vrai dès le 19e siècle d'ailleurs, c'est toujours 2-3 personnes qui en ont l'idée, des amis. Là, il y a un réseau amical fort au départ. Et puis après, on élargit le cercle. Alors, concernant la deuxième question que je leur avais posée, as-tu l'impression que tu as acquis des compétences, des savoir-faire ou des savoir-être ? Oui, systématiquement j'ai appris beaucoup de choses. Alors concernant les savoir-être, d'abord, et ça a été mais vraiment unanime pour tous les directeurs de publication ou les rédacteurs en chef, c'est apprendre à diriger une équipe. Et ils expliquent à quel point ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'ils ont une équipe de bénévoles, donc c'est entièrement sur la motivation intrinsèque et un peu extrinsèque que ça se joue. Donc il faut pas froisser l'équipe, il faut pas froisser les gens, et en même temps, ils ont tous le souci, ça c'est vraiment très frappant, d'une exigence de qualité, de pas faire paraître n'importe quoi, de pas froisser non plus le lectorat, et donc ils insistent tous sur l'idée qu'il faut ne pas être méchant, qu'il faut développer du tact, en même temps il faut être diplomate, mais il faut dire les choses, on peut pas faire paraître n'importe quoi. Donc en termes de management d'équipe, même s'ils répugnent à utiliser le mot de direction, ils m'ont tous dit quand même à quel point ils avaient appris en termes de diplomatie, mais en termes aussi d'exigence d'écriture, peu à peu comment il fallait s'adresser à l'équipe, comment il fallait un peu motiver les gens. Donc ça c'était très frappant. La nécessité aussi de respecter un calendrier, de s'imposer un rythme, de s'imposer des dates est sorti à chaque fois. Donc négocier, écouter, aller vers les autres, négocier aussi avec les adultes. Ce sont des choses que tous les directeurs de publication m'ont citées comme ce qu'ils considéraient des savoir-être qu'ils n'avaient pas avant de faire partie du journal. Deuxième point aussi qu'ils ont cité, gérer un projet. C'est-à-dire que ils ont eu l'impression vraiment de changer de positionnement et que finalement, jusqu'au journal, ils avaient eu l'impression d'avoir assez peu de responsabilités, que ce soit au lycée ou dans la vie familiale, et que là, le journal, c'est une vraie prise de responsabilité. Ils emploient souvent le mot de défi. Il faut s'organiser, il faut assumer les responsabilités du journal, assumer ce qui est dit, et ça aussi, ils le citent très spontanément. Donc, ils ont l'impression de gagner en autonomie et aussi de gagner en crédibilité. Et ce que j'ai pointé avec eux, c'est que très souvent, ils deviennent cumulards. Ce que j'appelle cumulards, c'est-à-dire que en dirigeant un journal lycéen, ils rentrent au conseil de la vie lycéenne et ils se mettent de plus en plus à porter une voix au sein du lycée, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que la plupart m'ont dit aussi qu'ils avaient utilisé les compétences qu'ils avaient acquises pour monter des associations. Alors, ça peut être des associations
vraiment, j'ai eu de tout, hein. Ça peut être des associations culturelles, des associations environnementales, des associations humanitaires. Mais comme je les ai suivis sur un long temps, ils ont tous accepté d'être amis avec moi sur Facebook, donc je les ai suivis sur plusieurs années. Et ce dont je me rends compte, c'est que maintenant, ils sont aussi des militants politiques. On les retrouve dans tous les bords d'ailleurs. Hein. Ils font partie encore d'associations militantes. Ils rejoignent Jet d'encre. Enfin, bon, c'est un acquis qui perdure sur le long terme. Ça, je trouve que c'est vraiment très frappant. Donc, voilà, construire une maquette, peaufiner la mise en page, jongler avec les contraintes scolaires. Enfin, voilà, tout ça fait partie des savoirs qu'ils estiment avoir acquis grâce au journal. Concernant les savoir-faire, alors ils ont l'impression qu'ils ont amélioré leur style, tous. Alors là, directeur de publication, pas directeur de publication, ça fait pas, ça n'a pas de sens. Mais en tant que journaliste, ils estiment qu'ils ont appris beaucoup sur la manière dont on doit rédiger un article, dont on doit hiérarchiser l'information. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, et là c'est plutôt sur le versant éducation aux médias, c'est qu'ils disent tous qu'ils se sont mis à s'intéresser à l'actualité. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire comment, au fur et à mesure, finalement, ils s'intéressent aux journaux, ils s'intéressent à l'actualité. Tous m'ont dit que ce n'étaient pas des lecteurs de journaux, alors surtout de la presse écrite, avant de rejoindre le journal, mais qu'au fur et à mesure, ils ont commencé quand même un petit peu à en lire. Alors si en plus des journaux arrivent chez eux directement, si les parents sont abonnés, c'est encore mieux parce que c'est encore plus simple pour eux d'y accéder. Mais tous m'ont dit qu'ils étaient devenus des lecteurs occasionnels ou réguliers de la presse écrite grâce à cette activité-là. Donc ça c'est intéressant. Et pour ceux qui sont le plus motivés, ils me disent Jet d'encre, ça nous a beaucoup aidé, on s'est inscrit après Citron, ça nous a encore appris des choses. Donc voilà, Jet d'encre est utile. Concernant encore les savoir-faire, maîtriser les outils. Ça, ils me l'ont tous aussi cité. Évidemment, ça paraît évident maintenant de se servir de Word, etc. Alors, ils s'en servaient un petit peu avant, après ils s'en servent beaucoup, mais ils m'ont cité aussi des choses plus précises. Par exemple, Publisher, Quark Express, donc des logiciels plus compliqués qu'ils ont été amenés à intégrer et à... Voilà, donc en termes d'autodidaxie, là aussi c'est intéressant parce que en savoir-faire, il y a eu des vrais acquis. Ils ont aussi appris parfois à travailler en collaboratif sur Internet. Parce que comme ils viennent de parcours différents, ça peut être des terminales, des premières, et même des secondes, pas dans les mêmes sections, mais arriver à se réunir à heure fixe, c'est pas facile. Donc parfois, ils apprennent à travailler de façon totalement à distance et travaillent avec des outils collaboratifs sur Internet. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, parfois, le local est prêté par le lycée et ça aide, mais parfois pas. J'ai eu tous les cas. Concernant la troisième question, y a-t-il eu des réactions? Est-ce que vous avez des réactions de la part des lycéens et des professeurs? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, il n'y a pas tant de réactions de lycéens que cela, sauf quand ils discutent et qu'ils vendent le journal. Finalement, très peu de réactions sur Facebook, si ce n'est j'aime quand c'est des amis, peu de polémiques, mais surtout, ce qui m'a paru très, très frappant, c'est à quel point ils sont demandeurs des réactions des adultes, plus finalement que des lycéens. Ils sont très sensibles à ce qui est dit par les adultes, par les professeurs, à ce qu'ils écrivent. Donc ça m'a paru assez intéressant. Alors, il y a quelque chose évidemment qui se fait en circuit, c'est-à-dire que plus le journal parle des enseignants, plus les enseignants réagissent, plus ils sont preneurs des réactions et plus ils en parlent. Donc il y a quelque chose de frappant là-dessus. Et puis ce qu'ils m'ont tous dit, c'est que quand même, les professeurs qui étaient les plus intéressés, c'était en général les profs de lettres, leurs profs de lettres. Donc il y a aussi quelque chose qui se fait en proximité quand les journalistes les plus investis en parlent à leurs professeurs de lettres ou leurs professeurs d'histoire géo, c'est cité aussi, ils s'y intéressent plus. Alors, les professeurs d'infodoc aussi sont cités comme des personnes qui sont aidantes, qui sont très souvent positives et bienveillantes. Mais souvent, cette question amène à la question de la censure. Et là, j'ai eu beaucoup de choses sur la censure et aussi sur l'autocensure.
C'est-à-dire que finalement, comme m'a résumé très bien une lycéenne, on n'a pas eu de problème parce qu'on les a pas cherchés. Donc il y a beaucoup d'autocensure. Moi, ça, j'ai vraiment trouvé ça très net. Alors, c'est de l'autocensure parce qu'ils ont peur des réactions de l'administration, mais c'est aussi de l'autocensure parfois aussi pour ne pas blesser. Ils ont vraiment très peur de blesser leur lectorat, surtout quand ils s'interrogent sur faire paraître des articles sur la religion et un peu moins sur la politique. La religion, c'est vraiment quelque chose qui les inquiète, où ils ont vraiment peur que ça soit mal pris. Et alors parfois, ils trouvent des stratégies pour arriver à faire paraître des articles quand même. Mais dans ces cas-là, quand le débat a eu lieu et qu'il a été vif au sein de l'équipe, ils essaient de faire paraître 2 articles complètement différents pour que ce soit contrasté et que ça permette aussi au lectorat d'être moins choqué et à un moment donné de se retrouver dans le débat. Donc ça, j'ai trouvé ça très net. En fait, il y a 3 motifs de censure de l'administration qui apparaissent. Ce que j'appelle le sexe et ses complications. C'est-à-dire que ce qui est très troublant pour moi, c'est à quel point les journaux qui veulent parler de sexe ont du mal. Il y a vraiment une réticence très forte de l'administration quand il s'agit d'articles sur l'amour, faire l'amour, comment faire l'amour, enfin... alors sur la drogue aussi évidemment, hein, mais quand même sur le sexe, ça me laisse rêveuse parce que quand même le moins qu'on puisse dire, c'est que les médias parlent beaucoup de sexe, on a beaucoup de scènes de sexe partout ailleurs, mais quand c'est les journalistes qui parlent de sexe, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc ça fait réfléchir quand même sur l'imaginaire qu'on a aussi de nos adolescents et sur le fait qu'on a du mal à les imaginer encore sexués. Il y a quelque chose où je pense quand même en tant qu'adulte on a une réticence avec ça et c'est intéressant. Deuxième motif de crispation forte, hiérarchie en danger, c'est-à-dire quand le journal lycéen, alors c'est d'autant plus vrai quand on est en période de blocage, de grève, et que déjà au lycée les choses se compliquent un peu. Mais quand l'administration a l'impression que on met en question le fonctionnement du lycée, parfois même la cantine, hein, pourtant la cantine, depuis le 19e siècle, on parle beaucoup de la cantine. Enfin, c'est bon. On sait tous que la cantine c'est pas bon. Bon, et ben parfois quand c'est dit, c'est mal pris, c'est même parfois très mal pris. Donc c'est intéressant. Donc je dirais qu'en général, les motifs de censure sont plus forts quand on est déjà dans une période de déstabilisation du fonctionnement classique du lycée, parce qu'on est en période de grève, parce qu'on est en période de blocage, parce que voilà, l'actualité politique plus largement crispe l'actualité locale. J'ai fini. Je finis, c'est ma dernière minute. Et enfin, dernier motif de crispation, où parfois aussi les lycéens s'autocensurent, c'est quand ils traitent de politique. Ils ont peur quand même de parler de politique, mais je dirais que la loi elle-même est ambiguë, hein, parce que la libre expression de ses idées, mais en même temps, jusqu'à quel point on peut s'engager. Enfin, là, il y a une vraie ambiguïté de la loi et qu'on retrouve aussi dans les discours des lycéens, une vraie ambiguïté aussi. Et parfois, ils préfèrent s'autocensurer plutôt que de tenter l'article polémique de trop qui va les gêner. Voilà, j'arrête là. Merci. Merci. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint? Il est... Ouais. Il est, voilà. Alors, il est sur... Bon, ça va, ça passe parce que il est sur un fond clair, vert, et je ne savais pas que le mur lui-même allait être de la même couleur, mais ça va, ça passe. Ouais, on peut continuer. Ouais, allez-y. Oui, merci. Alors, rapidement, puisque le temps passe vite, un rapide point sur la question de l'expression des élèves en France. Sachant que dans d'autres pays, le fonctionnement est vraiment différent,
Donc je vais faire quelques rappels, alors très rapides, et puis de toute façon les supports seront disponibles, donc vous pourrez les consulter a posteriori. Et puis la question aujourd'hui de l'expression des élèves, mais en lien justement avec les journaux scolaires. Et là, du coup, je vais en profiter pour prolonger ce que ma collègue Laurence Corot a pu vous dire, sachant que là, on est sur des élèves qui sont impliqués. Et moi, je vais aussi traiter d'une majorité d'élèves qui ne s'impliquent pas. Et on va voir, voilà, comment ça peut éventuellement se rééquilibrer, puisque je ne vous laisserai pas avec des frustrations, mais j'aurai aussi quelques propositions que j'utilise d'ailleurs aussi de manière à la fois militante et aussi pour la recherche et dans la formation. Alors, l'expression des élèves en France, alors pour moi c'est un vrai paradoxe, parce que en France nous légiférons beaucoup, il y a beaucoup de textes qui existent sur la participation des élèves, alors surtout depuis 1991, il y en a vraiment beaucoup, il y en a beaucoup moins dans d'autres pays, alors que parfois les pratiques sont beaucoup plus avérées, beaucoup plus présentes. Alors, du coup, c'est vrai que ça m'amène à questionner, le point de vue des élèves. Pourquoi n'utilisent-ils pas toutes les offres de participation qui leur sont offertes? Il y en a vraiment énormément. Je vais vous donner quelques exemples ensuite. Et puis, du côté de l'institution, quels encouragements, s'ils existent, peut-on percevoir de la part des adultes? Et c'est un vrai questionnement. Pour moi, c'est même le questionnement majeur. Et puis, dès lors que les encouragements existent, quelles sont les modalités réelles, effectives, d'accompagnement des élèves dans la prise progressive de responsabilité? Merci. Alors, quelques pistes vraiment rapides de réflexion que j'apporte à votre connaissance et puis aussi à votre questionnement. La réalité des élections des délégués. Moi, je fais encore des enquêtes, alors j'en fais depuis très longtemps. Je vois très peu finalement, je perçois même dans certains établissements une dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, là où il y a eu une réactualisation des droits des élèves, et notamment des lycéens, il y a eu un engouement et puis une volonté de la part des établissements de s'emparer des offres et de les faire vivre. Et puis je trouve que là, il y a eu un essoufflement. Alors, voilà, c'est juste un constat que je déplore aussi. Les élections des délégués, elles peuvent être extrêmement organisées, c'est-à-dire parce que il y a un calendrier qui est prévu, puisqu'on a même la semaine citoyenne, semaine de la démocratie, et donc on sait à quel moment ça doit se faire, comment ça peut s'organiser, et on se rend compte encore que c'est deux volontaires désignés parfois très rapidement à la fin d'un cours. Et ça questionne quand même sur aussi le sens de la démocratie et ce qu'on peut en faire ou ce qu'on ne fait pas forcément. Le temps accordé à la participation des élèves, alors on se rend compte que la vie dans les établissements scolaires, et c'est un constat, c'est pas du tout des jugements que je porte, il y a vraiment une juxtaposition d'activités extrêmement nombreuses, et on voit que du côté des personnels, on leur en demande beaucoup, et ça c'est aussi une réalité qui à un moment donné, même s'ils ont la volonté d'encourager, d'être présents pour l'expression des élèves, pour leur responsabilisation, ils me disent très clairement que ça vient en plus de tout le reste. Et donc à un moment donné, il y a cette surcharge de travail qui est manifeste, et qui ne va pas, en se régulant ou en se réorganisant, les conduit à faire des choix. Il y a vraiment une hiérarchisation des activités, et que je mettrai aussi en lien avec la forme scolaire actuelle qui, de toute façon, de fait, minimise tout ce qui est, on va dire, périscolaire, extrascolaire, puisque ça n'entre pas véritablement dans l'évaluation et dans un cursus scolaire. Et pour pouvoir le faire valoir, notamment dans l'enseignement supérieur ou dans l'entrée dans des grandes écoles, etc., c'est très très peu valorisé. Alors ça, je le déplore bien sûr. Alors parfois on retrouve des notes qui sont écrites, mais de la part de certains établissements volontaires, dans les livrets scolaires, notamment pour le baccalauréat. Donc il y a une petite note qui est écrite en supplément, disant qu'il y a eu un investissement de la part des élèves, mais voilà, c'est pas systématiquement fait. En tout cas, c'est très très peu valorisé. Alors, les élèves, à un moment donné, quand ils ont le choix, alors on va dire qu'ils sont consuméristes. Moi, je ne suis pas du tout là. Je trouve que ce sont des choix. Enfin, ce sont pas vraiment des choix d'ailleurs.
Ils sont aussi très 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 inquiets par rapport à leur orientation, à leur devenir personnel et surtout professionnel. Ce qui fait que, et puis parfois c'est accentué par les enseignants eux-mêmes, par les parents qui disent attention, fais d'abord apprends d'abord tes leçons, fais tes devoirs, et on verra après. Ça sont vraiment des réalités. Alors que je vous livre un peu rapidement. Les prises de parole des élèves aussi dans l'établissement scolaire, c'est très variable. Je suis très contente qu'après moi, il y ait, donc monsieur va vous présenter une expérience réussie, et puis Laurence Cora vous a présenté aussi des fonctionnements tout à fait positifs. Il y a, on le voit notamment, moi je m'interroge toujours, j'assiste à des conseils de classe et la parole des élèves, elle est alors parfois elle est carrément inexistante. Donc en conseil d'administration, enfin dans les instances, alors qu'en fait en France, ils sont présents dans les instances, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays. Hein. Ils sont au conseil d'administration et leur parole, elle est, on ne la favorise pas. Et d'emblée, c'est très difficile pour un élève de prendre la parole devant une assemblée d'adultes. Donc ça veut dire que de la part des adultes eux-mêmes, ils ont un travail à faire pour favoriser cette expression. Oui, motivation et pression au travail. Donc j'ai vu que certains souriaient. Comment motiver les élèves quand on n'y croit pas soi-même? Il y a aussi une forme, j'allais dire, de prise de distance par rapport à son activité professionnelle. On l'entend actuellement. Il y a beaucoup de témoignages de souffrance au travail d'une manière large. Il y a aussi parallèlement des travaux menés sur les risques psychosociaux. Donc voilà, j'y participe et c'est vrai que ça se manifeste alors de manière sournoise, c'est progressif, il y a de la fatigue et puis il y a aussi le fait de plus forcément croire en sa mission ou avoir une mission qui est souvent remise en question et qui est un peu malmenée aussi par rapport, alors les enseignants notamment disent par rapport aux réformes qui sont très régulières, parfois qui ont pas vraiment le temps de se mettre en œuvre, alors qu'elles sont elles-mêmes remplacées par d'autres. Et donc ce déséquilibre qu'ils vivent, eh bien il est vraiment manifeste et voilà, ça crée aussi non pas de la démotivation profonde, mais en tout cas un doute par rapport à la mission qui est la leur. La participation des élèves, on retrouve la question du militantisme qu'on retrouve chez les élèves, on la retrouve aussi chez les adultes. C'est-à-dire que certains vont se dire, bon, malgré toutes les difficultés, on y va quand même. Et ça signifie que dans ce cas-là, il y a une forme de marginalité dans l'établissement scolaire. Il y a des enseignants ou des enseignants ou d'autres personnels qui vont faire un petit collectif, se réunir en petit collectif et faire des propositions aux élèves ou les accompagner dans les offres possibles de participation. Mais dans ce cas-là, on est quand même dans de la marginalité. Alors, les enjeux et puis les effets. Les effets, c'est qu'il y a une désaffection générale pour les offres de participation telles qu'elles sont présentées en tout cas dans la plupart des établissements. Et je prends quand même quelques précautions puisque on peut pas non plus généraliser, mais voilà, c'est quand même très présent. La contre-productivité de la participation. Quand des élèves ont pris des initiatives et quand ces initiatives on a parlé de censure, mais quand après ils se heurtent aussi à un front, on leur fait des reproches. C'est pas très encourageant. Donc ça aussi, c'est un élément. Une défiance vis-à-vis de l'adulte, c'est pas général non plus, mais là aussi, ils sont en attente. Alors, qu'on ne dise pas que les élèves sont pas motivés, ils sont très en attente par rapport à ce que les adultes peuvent leur proposer dans les établissements. Quand les adultes sont peu présents ou quand ils semblent désintéressés, eh bien, il y a une forme de défiance qui s'installe. Et puis, de manière plus large, une méfiance ou une défiance aussi par rapport au processus démocratique. Moi, les élèves m'ont dit, mais si la démocratie, c'est vos élections de délégués ou les élections du conseil de vie lycéenne, eh ben, vraiment, ça vaut pas le coup. Si c'est ça la démocratie, ben, chez nous, ça va pas, quoi. Alors, quelques pistes. Alors, c'est vrai qu'elles sont de l'ordre, alors je vais pas dire d'utopie parce que ce serait quand même triste, mais il y a quand même des pistes sur lesquelles, voilà, il y a un travail à mener sur la question de l'organisation du temps scolaire ou de la réorganisation du temps scolaire pour bien penser, non pas cette juxtaposition, mais une cohérence d'ensemble par rapport aux activités menées. L'empilement des instances représentatives, là aussi c'est un élément fort qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on passe comme ça d'une activité à l'autre sans forcément créer de lien entre une réunion et une autre. On a des élèves qui cumulent, il y a ceux qui sont impliqués. On parlait effectivement du cumul des mandats, et ben ils passent d'une réunion à l'autre.
Voilà, ils prennent des notes, et puis, mais ils n'ont même pas le temps de pouvoir se concerter ou de mettre en œuvre ce qui a été décidé. S'orienter, et là c'est un point important, vers un projet collectif. Il faut jouer collectif sur la participation qui va solliciter l'ensemble des acteurs de l'établissement, et on le sait en plus, ça, je veux dire, il y a déjà des écrits qui ont été réalisés, même en termes de pédagogie, on le sait très bien, on réinvente rien. Il y a des retombées très positives en termes de relations, en termes de qualité de vie, et là ça concerne tout le monde, les élèves, mais aussi les autres les personnels dans leur ensemble. Et puis sur la construction individuelle, sur l'estime de soi. Et puis la construction aussi du collectif. La collaboration, on peut l'écrire, le travail en équipe, on peut aussi le décréter, sauf que il prendra aucune forme, aucun intérêt si il n'est pas véritablement expérimenté et voulu, accompagné par les personnes elles-mêmes. L'environnement bienveillant, je fais là un lien avec la notion notamment de climat scolaire. L'environnement bienveillant facilite les apprentissages, mais les apprentissages entendus au sens large et pas uniquement les apprentissages travaillés dans les cours. On continue. Oui, moi aussi. Je vais arrêter là. Du coup, quelques leviers. Et puis j'arrêterai sur ces points-là. Un discours clair et partagé. Alors je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opacité ou beaucoup d'implicite ou de non-dit, alors qu'en fait parfois les adultes, les personnels sont aussi en attente de propositions d'élèves, mais ils se disent c'est pas à moi de leur faire des propositions, puisque l'idée c'est que ils fassent eux-mêmes cet effort d'aller vers nous. Alors sauf que c'est mieux dans ce cas-là de poser un certain nombre de règles, et puis de règles de vie collective, et puis de dire voilà, nous sommes à votre écoute et nous accueillons vos propositions. Mise en commun des informations, élaboration de projets à partir de stratégies collectives et des actions concertées, et aussi valoriser, parce qu'on ne pense pas forcément non plus à la question de la valorisation du travail qui est mené dans l'établissement. Je vais passer parce que sinon monsieur n'aura pas le temps. Donc là, c'était plutôt sur la question des instances. C'est pas le tout qu'il y en ait beaucoup. Alors j'ai fait des raccourcis, j'ai écrit des raccourcis, mais donc on a comité d'éducation à santé à citoyenneté, conseil de vie lycéenne. Voilà, on passe. Voilà. Alors on a des outils. C'est-à-dire qu'en plus, on va pas réinventer à chaque fois les choses. On a l'éducation, alors l'éducation morale et civique, donc aussi à faire vivre. L'éducation aux médias, elle existe, alors déjà depuis longtemps, mais elle a été réaffirmée récemment. Donc il y a bien un travail à mener. Et alors, par exemple, si on prend les enseignements de pratiques interdisciplinaires, on a 8 thèmes de travail, et parmi lesquels information, communication, citoyenneté. Ça veut dire qu'on peut aussi s'emparer, dans le cadre même des enseignements, de propositions de participation. Alors c'est vrai que à partir de là, une fois que les élèves sont formés, ça va peut-être aussi susciter l'envie, la motivation et la confiance pour pouvoir engager notamment un journal dans l'établissement. Alors ça, c'est une façon. Si les élèves ne sont pas préparés à ça, ça peut venir de leur initiative, comme Laurence Corroy vous l'a signalé, mais en même temps, c'est quand même mieux si, j'allais dire, le terrain est favorable et s'il y a véritablement un accompagnement des élèves, une formation aussi des adultes. Ça devrait être obligatoire dans la formation. Ça, quand je peux le dire et quand je peux le faire, je le fais volontiers. C'est extrêmement important qu'il y ait une formation pour que chacun puisse savoir aussi ce qu'il est en capacité de faire. Et ça peut ouvrir des possibles. Et ça, on en a besoin, à la fois pour les élèves et aussi pour les adultes. Voilà, merci. J'embraye rapidement le retourne. Pour dire à celle qui m'a précédé que la vie est parfois plus souriante que celle qu'elle vient de décrire, et pas seulement dans le lycée où je travaille en ce moment, mais dans les 5 autres établissements que j'ai pilotés. Quelques mots sur mes convictions. Si ça s'appelle presse lycéenne, le proviseur en tire 2 conclusions. C'est que ces articles sont rédigés par des lycéens, qu'ils sont destinés à des lycéens, et de là découle pour moi une première conclusion. Je n'ai strictement rien à dire, ni sur le contenu des articles, ni sur la ligne éditoriale. Par contre, parce que je ne suis pas d'un angélisme béat, il faut qu'à l'aide d'échanges, et dans ce lycée il y en a beaucoup, nous nous assurions les uns et les autres que nous sommes bien porteurs des mêmes valeurs. Celles qui figurent au fronton de l'établissement, liberté, égalité, fraternité. Si on est d'accord là-dessus, tous les modes d'expression sont acceptables, tous les articles sont publiables.
D'autant que dans les échanges que nous pouvons avoir, parce que les instances n'ont pas que des défauts, elles permettent aussi d'échanger, on peut s'assurer au quotidien que nous pensons bien les mêmes choses sur le respect d'autrui, sur la liberté d'expression, sur un certain nombre de codes qui nous permettent de nous retrouver toujours d'accord, tant sur le fonctionnement du lycée que sur la manière dont on s'exprime, en l'occurrence dans le journal lycéen. Et tout ce que je peux dire en matière de témoignage, c'est qu'en 22 ans de direction d'établissement, je n'ai jamais eu l'occasion de m'apercevoir que j'avais tort de faire confiance a priori aux lycéens avec lesquels je travaille. De toute façon, mais ça c'est accessoire, je pense qu'aucun journaliste lycéen ne pourra faire jamais pire que les journalistes adultes qui travaillent dans les médias. Donc on a toutes les raisons de leur faire confiance. Deuxième conviction forte du proviseur, les journaux lycéens sont utiles. Et je vais essayer de vous en donner un exemple concret. Dans un des derniers numéros du journal du lycée, il y avait un article sur ce que les lycéens branchés appellent le dress code et que les vieux proviseurs appellent le code vestimentaire. Il y avait là évidemment une référence directe à un article du règlement intérieur qui raconte au lycée Michelet comme ailleurs qu'il faut avoir en gros une tenue correcte, décente. Cet article, je n'étais pas d'accord du tout avec ce qui était écrit, mais ce qui n'a aucune importance parce que je ne suis pas lycéen et que donc ce journal ne s'adresse pas à moi. Par contre, il a été très utile au proviseur parce qu'il lui a montré, cet article, que ce règlement intérieur qui relevait de mon point de vue de l'évidence n'était pas évident pour tout le monde, qu'il fallait en discuter. C'est d'ailleurs ce qui sera fait dans le conseil de la vie lycéenne qui se réunit vendredi, et que sans doute le conseil d'administration aurait à connaître de l'opinion des élèves sur un article qui, il est vrai, les concerne au premier chef, mais qui figure de façon traditionnelle dans tous les règlements intérieurs sans que jamais les adultes ne se posent la question. D'où conclusion, les seuls problèmes qu'on ne règle pas, ce sont les problèmes qu'on ne pose pas, et que le mérite de cet article aurait été de poser ce problème qui, pour moi, n'en était pas un, mais il est vrai que je ne suis pas directement concerné par le dress code. Autre utilité du journal, il parle aux lycéens de questions que nous aurions sans doute du mal à faire passer avec la même clarté. Et il y a eu, j'ai en mémoire un numéro spécial de Zeugma, puisque c'est le nom de ce journal, à la suite des attentats de novembre. Nul mieux que les journalistes lycéens ne pouvaient trouver les mots pour s'adresser aux autres lycéens, à telle enseigne comment la minute de silence, ce sont les lycéens qui se sont exprimés. Le proviseur a juste veillé à ce que le micro fonctionne, mais d'une certaine façon, c'est le même rôle qu'il se reconnaît pour le fonctionnement du journal, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ramettes de papier et que les photocopieuses soient mises à la disposition des élèves. Donc le rôle que se reconnaît le proviseur, c'est celui de facilitateur. Et il a été question de censure tout à l'heure, je ne peux même pas y penser. Ce qui ne m'empêchera pas, le cas échéant, de m'empailler avec un des journalistes, si après lecture, j'ai envie de lui dire que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a écrit, mais ça se limitera à l'échange. Dernier exemple, pardonnez-moi, de l'utilité du journal. La rédactrice en chef de ce journal a eu la généreuse idée à la rentrée de lancer une collecte de vêtements et de biens de première nécessité pour les sinistrés qui nous arrivaient à ce moment-là, qui d'Irak, qui de Syrie, qui d'ailleurs. Le journal du lycée s'est fait l'écho de cette superbe initiative qui a recueilli un grand succès. Je suis convaincu que si l'initiative était partie des adultes, elle n'aurait eu aucun impact. Les lycéens se seraient dit, à tort peut-être, que c'était encore un truc de vieux. Eh bien, le fait que ce soit un truc de lycéen a permis que cette initiative soit une réussite. Et donc ma conclusion, c'est que le journal de ce lycée, mais les journaux des lycées dans lesquels j'ai travaillé précédemment, était une richesse et contribuait à ce que le lycée ait une image à l'extérieur qui soit à l'honneur de toutes celles et ceux qui y travaillent. Voilà. Merci beaucoup pour vos 3 interventions, Laurence Corroy, Sylvie Condette et Bernard Gaille, qui permettent
je pense, d'apporter différents points de vue, différentes visions et surtout d'ouvrir beaucoup le débat. Donc c'est vrai que on a pu peut-être s'écarter un petit peu du sujet de la direction de publication pure, mais en même temps ça montre tout l'enjeu de ce qu'est la prise de responsabilité au lycée, la participation à la vie du lycée et également la diversité, je pense, des acteurs qui sont en jeu en fait dans ce débat. Donc peut-être que je peux récupérer quelques questions déjà. Sinon, je peux aussi en poser. Alors, donc une première question sur l'implication des délégués. Quel rôle jouent-ils dans les conseils de discipline? Donc peut-être plutôt pour Sylvie Condette, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, alors là c'est unique en France, puisque il y a des élèves délégués au conseil de discipline. Voilà, ça n'existe pas dans d'autres pays. D'ailleurs, je travaille beaucoup en éducation comparée. Alors quand j'explique, parce que les élèves d'ailleurs m'interpellent sur, alors et chez vous comment ça se passe? Quand je leur ai expliqué qu'il y avait des élèves en conseil de discipline, alors au collège c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dès la 6e, c'est après. Il faut déjà avoir, c'est à partir de la 4e que c'est possible. Et ils ont aussi une voix délibérative, hein. Donc en fait ils ont une voix consultative au collège et ils participent à la prise de décision au lycée. Ils sont pas seulement témoins ou participants. Ils participent véritablement au débat. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de possibilités de participation et qui sont faiblement accompagnés, enfin, sauf, alors je suis vraiment ravie d'entendre votre témoignage parce que vraiment, c'est ce qu'on recherche. Ça devrait être présent dans la majorité, enfin, dans l'ensemble des établissements scolaires. On devrait même pas se poser la question de cette marginalité. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. L'idée, c'est que ça doit être vraiment faire partie intégrante de la formation des élèves. Et donc, en amont de la formation des personnels. Alors, parce que c'est vraiment cette responsabilisation que l'on vise, c'est aussi un projet de société, hein. C'est aussi un projet de société, c'est quelle démocratie on veut. Donc ça va loin, hein, cette histoire, hein. C'est pas juste, et les journaux lycéens sont aussi très révélateurs de cette volonté, de cet objectif très très louable, hein, d'avoir une belle société pour demain. Voilà. Donc j'ai dévié un peu par rapport aux délégués, mais bon, c'était aussi une volonté de l'affirmer, et ça va au-delà du militantisme. Ça doit faire partie de nos missions d'éducation et de formation. Voilà, pour l'ensemble. Merci. Et une deuxième question de la salle qui est sur la valorisation de l'extrascolaire. Est-ce qu'elle doit passer nécessairement par une évaluation et sinon, quelles autres formes de valorisation de cette activité? Je ne sais pas si... Il y a des valorisations formelles, mais je crois à leur utilité. Il y a des élèves dans les conseils de classe qui ont sur leur bulletin trimestriel des mentions particulières, qui mettent en évidence, au-delà de leur qualité intellectuelle ou scolaire proprement dite, leur implication, le fait qu'ils sont des délégués efficaces, qui sont dévoués à la cause des autres. Il y a ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, les ajouts que nous pouvons faire sur les livrets scolaires de terminale, ceux qui sont déposés auprès des jurys, qui détermineront s'il y a lieu de donner les petits points qui manquent pour avoir le bac ou pour revenir l'année suivante une nouvelle fois en terminale. Il y a aussi quelque chose qui, de mon point de vue humainement, compte tout autant, c'est, je le dis comme je le pense, moi quand je discute avec les délégués ou avec les journalistes du lycée, nous discutons d'égal à égal. Je ne sais s'ils sont sensibles à cela, mais c'est une forme de reconnaissance que nous, adultes, nous éprouvons aussi avec nos hiérarchies respectives. Et puis, il y a la reconnaissance qui était suggérée dans le premier exposé qui vous a été fait, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance a posteriori. Lorsque les lycéens font ce qu'ils font, ils acquièrent des compétences et des savoir-faire, et ces savoir-faire leur seront utiles pour la suite. Ça, ce n'est pas une reconnaissance immédiate, mais elle est sacrément utile quand même. Merci beaucoup. On pourrait terminer là-dessus, mais moi, j'ai une dernière question pour Laurence Corroy, qui serait plus, en fait, sur vraiment préciser la différence entre une direction de publication qui est exercée par les adultes et une direction de publication qui est exercée par les jeunes, donc dans différents domaines. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus. Mais elle est énorme parce que, enfin, Jagonnet parlait de désir, de désir initial. Alors,
pour moi, quand je parle de presse lycéenne, c'est forcément une presse initiée et voulue par les lycéens. Sinon, je parle de presse scolaire. Alors, ce n'est pas pour désavouer la presse scolaire. La presse scolaire, elle est intéressante. Elle a des objectifs qui peuvent être d'ailleurs ceux que a évoqué un peu aussi Sylvie. Mais la presse lycéenne, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune aide adulte, parce que parfois les adultes sont vraiment d'une aide extrêmement précieuse et les journalistes le mentionnent. Mais quand le désir vient des jeunes eux-mêmes, pour moi, ça ne crée pas les mêmes dynamiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Enfin, donc, l'intérêt, pour revenir à l'objet de notre matinée de réflexion, est-ce qu'on doit abaisser ou pas l'âge ? Finalement, dans le cadre du lycée, il y a un statut dérogatoire. Finalement, c'est pas là où ça se pose le plus. Peut-être c'est hors les murs que ça se pose. C'est dans le domaine numérique que ça se pose. Là, effectivement, il y a de quoi vraiment réfléchir à cette opportunité pour eux. Je ne sais pas si je réponds en fait à votre question. Si, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sauf s'il y a d'autres encore réactions de la salle. Après, n'hésitez pas à continuer de réagir peut-être sur Twitter s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, ou voilà, de nous faire part. Certains intervenants doivent partir, d'autres peuvent rester un petit peu. Si vous voulez leur poser des questions, ça peut peut-être être possible. Du coup, je vous remercie beaucoup pour vos interventions, vos réponses également. Et je vais laisser la parole à Marion Bécassis pour un petit mot de conclusion. Ah oui, et la parole également à Stéphanie Devancey pour le fin mot de l'histoire du sondage Kahoot. Merci en tout cas beaucoup à la fois aux intervenants pour avoir animé, apporté des réflexions qui sont très riches à cette matinée de réflexion. Merci beaucoup à Laurence Coroy et Olivia Bernard pour nous avoir hébergés ici dans cette salle à la Sorbonne Nouvelle. Et merci aussi pour l'après-midi parce qu'on va être à la salle Bourjac, donc pour la réunion d'observatoire de l'après-midi. Merci à vous tous d'être venus, aux membres de l'observatoire, à ceux qui ne sont pas membres de l'observatoire mais leur organisation, oui, qui ont quand même fait le déplacement. Et je vais peut-être laisser la parole directement à Stéphanie Devancey pour comme conclusion sur le fond. Est-ce que vous avez évolué dans vos positions? Donc, comme c'est mon premier test de Kahoot, vous avez dû remarquer, je l'ai remarqué sur mon smartphone, que la session ne s'est pas conservée. Donc, il va falloir rentrer un nouveau code, recommencer, voilà. On va sauter les deux premières questions parce qu'il va nous les reproposer. Donc, si j'avais su, j'aurais préparé 2 Kahoot différents. Mais voilà, je ne savais pas. C'est un test en live sans filet. Donc, j'attends que vous ayez le temps de vous connecter et je suppose qu'on peut sauter les 2 premières questions. On va vérifier. Donc on avait combien d'inscrits ce matin? 18, quelque chose comme ça? Pour l'instant, nous en avons 7, 8. Oui, non, mais de toute façon, à la louche, quand ça bouge plus... Oui, oh. Bon, on va démarrer. Je pense que tout à l'heure, il y a des gens qui ont réussi à s'inscrire entre les deux. Donc, attention, ne répondez pas aux 2 premières. Je vous donnerai un point de départ. « 530018 ». Je vais le noter quand même. 530018. Bon, donc, je le démarre, mais on ne répond pas tout de suite. Oh, 17, c'est bien, on va arriver à en avoir autant que ce matin. Donc, on ne répond pas à cette question-là. Je crois que je peux la skipper. Il me semble qu'il y avait un petit bouton next tout à l'heure. Oui, skip, c'est pour ça que j'ai dit. Hop,
Je la saute. Next. Pareil, celle-là, vous ne répondez pas. Ne va faire que la troisième. Skip. Next. Voilà. Là, vous allez pouvoir répondre. Ça y est. Suspense. Alors, on est passé de 10 à 15 oui. Ah, il y a une personne qui est passée à non par rapport à 0 tout à l'heure. Et il n'y a plus d'hésitance, ce qui est quand même bon signe. C'est un des objectifs de la matinée est rempli. Ceci ayant bien entendu une valeur toute relative, vous l'imaginez bien. En plus, on n'est pas sûr que c'est les mêmes. Et d'autant plus, comme en plus j'ai changé et que je ne maîtrise pas l'outil, même si je voulais chercher, je crois que je ne saurais pas le faire. Et puis, on peut mettre un pseudo différent la première et la deuxième fois, de toute façon. Merci en tout cas de vous être prêtés au jeu. Mais on a prévu une petite rapide, j'ose même pas dire que c'est une collation tellement ça sera léger, mais de l'autre côté, parce que vous avez été gâtés en arrivant avec du café, donc là on s'est dit il faut repartir avec du jus d'orange dans la salle d'en face, et puis pour les membres de l'Observatoire qui sont extrêmement courageux, puisqu'aujourd'hui ils enchaînent ensuite avec une réunion, on se retrouve dans la cour, on a réservé un restaurant pour déjeuner rapidement. Oui, et après on se guidera tous ensemble pour aller à la Sorbonne, à la salle de réunion qui nous a été mise à disposition. Merci beaucoup la Sorbonne. Bonne journée.